Alors, bonjour à tous. J'espère que tout le monde nous entend et nous voit. Merci beaucoup d'assister à ce webinaire sur le dépôt d'une demande d'enregistrement de certification professionnelle. Alors, on va commencer tout de suite si tout le monde est arrivé. Euh, Donc, ce sera un webinaire en 4 parties. Donc, une première partie sur la, la- comment... Attendez, j'ai un petit problème technique, moi, de mon côté. Voilà, pardon. Donc, une première partie sur le cadre de la formation professionnelle. Une deuxième sur vraiment centrée sur la demande d'enregistrement d'une certification, notamment avec les principes, les enjeux et les étapes clés d'une demande d'enregistrement. Une partie sur les témoignages de certains de nos partenaires qui sont présents aujourd'hui. Et enfin, un petit temps de questions-réponses à la fin. N'hésitez pas à nous faire part de toutes questions aussi durant le cours de ce webinaire via le chat. On y répondra à la fin. Et si vous rencontrez des problèmes techniques, Maëlys Gasca, qui est présente ici, est également en fonction support pour répondre à toutes vos problèmes, tous vos problèmes techniques. Alors, je vais vous présenter nos intervenants d'aujourd'hui. Donc, Alain Gouet, qui est consultant manager au sein du cabinet Lafayette. Marion Boisjol, qui est directrice pédagogique de la Maison de la Céramique de Dieu-le-Fit, et Bonjour. Marielle Beurier-Noni, qui est responsable de formation à l'Institut à l'IMAPEC, qui est un établissement situé à Volvic, mais elle nous en dira plus tout à l'heure. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, notamment en ce qui concerne les métiers d'art, donc comme probablement plusieurs d'entre vous le savent déjà, il y a plusieurs métiers d'art qui ne relèvent pas des diplômes de l'éducation nationale, donc qui n'ont pas de CAP, de brevet des métiers d'art ou de bac pro pour former à ces métiers, ou bien les niveaux de diplôme proposés par l'éducation nationale ne sont pas suffisants pour exercer pleinement le métier, notamment dans une activité indépendante. C'est pourquoi il est important pour plusieurs savoir-faire d'avoir des certifications qui sont déposées au répertoire national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique. Comme on a pu nous le voir avec une étude qu'on a publiée fin 2024, 39% des entreprises de l'écosystème indiquaient qu'il n'existe pas de diplôme ou de certification préparant à leur savoir-faire, ce qui est quand même une partie importante de ces entreprises, du coup, qui doivent former soit en interne, soit trouver d'autres moyens de former leurs futurs collaborateurs, notamment sur toutes les parties très techniques, les postes clés que certaines entreprises possèdent. On a pu également voir qu'il y avait aussi la problématique de la pyramide des âges, car un quart des salariés des entreprises, des savoir-faire métiers d'art ou d'exception, a plus de 55 ans. Donc très bientôt se posera la problématique de renouveler ces salariés sans perdre leur savoir-faire, leur savoir-faire d'excellence ou de poste clé, voilà, qui risque d'impacter tout ou partie de la production de ces entreprises. Euh, un autre, euh, un autre enjeu qui apparaît dans les métiers d'art, c'est que depuis la réforme,
les organismes de formation qui avaient développé une grande expertise sur l'ingénierie pédagogique et sur la transmission de leur savoir-faire spécifique ont dû se professionnaliser au-delà, avec notamment, j'ai envie de dire, toute une grosse partie administrative, avec la mise en place de suivi de promotion, créer des statistiques, trouver des données, mobiliser des ressources humaines pour tout ce qui est rédaction et suivi des dossiers de demande ou de renouvellement. Donc un investissement en temps humain notamment assez important. Il y a aussi toute la problématique, mais là qui est un peu commune à l'ensemble des métiers d'art, mais qui touche aussi le secteur de la formation, c'est la problématique des données. Donc, parce que là, l'enregistrement, la demande d'enregistrement de certification nécessite notamment d'avoir des études de marché assez détaillées avec des chiffres et des statistiques sur le nombre d'entreprises, le marché et les taux d'insertion. Donc souvent, dans l'écosystème des métiers d'art, la difficulté pour obtenir des données précises et assez exhaustives, c'est la diversité des statuts que peuvent avoir les professionnels des métiers d'art, que ce soit artisans, artistes, auteurs, profession libérale ou encore fonctionnaires de la fonction publique. Voilà, cette diversité rend assez complexe l'obtention de données exhaustives et fiables, sans parler notamment des codes NAF qui sont très divers aussi pour l'écosystème des métiers d'art, et l'absence ou la faible représentativité de ces métiers au sein de branches professionnelles. Certains métiers sont bien représentés et d'autres pas ou peu. Donc voilà, c'est ce qui complexifie également l'obtention de données sur un métier ou sur plusieurs. C'est aussi souvent ces métiers-là sont aussi liés à des formations qu'on appelle à petit flux. Donc c'est-à-dire qu'il y a peu de personnes formées par an et du coup ça représente un échantillon trop faible pour avoir des statistiques fiables. Par exemple, pour une formation qui a des promotions de 50 personnes par an, si une personne ou deux même arrête la formation en cours ou n'obtient pas la certification à la fin de l'année, ça va moins impacter les statistiques finales que pour une formation dont la promotion est de 10 ou de 5 personnes. Tout de suite, sur 5 personnes, 2 personnes qui arrêtent la formation, ça crée une statistique beaucoup plus importante et du coup un peu biaisée. Si vous êtes habitué à créer, enfin, à produire des statistiques, vous êtes sûrement sensibilisé à cette question d'avoir un échantillon suffisamment important pour que ce soit représentatif de la réalité. Donc toutes ces problématiques voilà, sont, rendent difficile souvent le dépôt ou la demande d'enregistrement ou de renouvellement d'enregistrement d'une certification, ce qui impacte après en amont les organismes de formation, car sans certification enregistrée pour les formations qu'ils dispensent, ils ne pourraient plus bénéficier des financements publics par des fonds, les fonds, le CPF, les aides de France Travail ou parfois les aides régionales, ou même certains fonds mutualisés également sont corrélés à de dispenser une formation liée à une certification reconnue par France Compétences. Donc tout ça peut mettre en danger le maintien d'une offre de formation, voire même le maintien, l'existence des organismes de formation, surtout lorsqu'ils sont sur des savoir-faire emblématiques, spécifiques, même de niche au sein des métiers d'art. Donc on va rentrer maintenant, on va dire, dans le
dur du sujet avec notre intervenant Alain Gouet qui va nous réexpliquer si certains d'entre vous n'ont pas toute la dimension d'une demande d'enregistrement et de ce qu'est France Compétences. Donc, je vais lui laisser la parole tout de suite. Merci et bonjour à tous. Bon, n'hésitez pas s'il y a des questions dans le chat, il y aura un moment de questions-réponses, mais voilà, si ça peut aider, n'hésitez pas. Donc, pour ma part, je suis consultant depuis 7 ans maintenant au sein du cabinet Lafayette, qui a rejoint le groupe Sémaphore et donc qui est spécialisé dans l'accompagnement de la stratégie des organismes de formation. Depuis 2008, on a cette activité phare donc, qui est la certification et qui s'est, on va dire, confirmée et imposée par les réformes successives. Et notamment la dernière en date de 2018 qui conditionne largement notamment les financements au fait de proposer une offre de formation certifiante. Donc on le voit aujourd'hui dans ce cadre rouge, une double, on va dire, euh, obligation qui va être donc pour mobiliser des fonds publics et mutualisés, d'obtenir la certification Calliope et donc de préparer une certification, de proposer une offre certifiante. Pour ce faire, deux possibilités, soit obtenir l'enregistrement de sa propre certification, soit se rapprocher d'un certificateur pour devenir habilité à préparer une certification. Donc il y a plusieurs possibilités. L'objectif aujourd'hui, c'est qu'on voit les conditions qui sont nécessaires pour pouvoir proposer l'enregistrement de sa propre certification. Donc tout ça entre en effet dans le cadre de la formation professionnelle où vous avez un rappel ici avec les différentes activités existantes qu'on retrouve également donc, avec Calliope. Et donc, ça nous amène à bien distinguer deux choses. La formation d'une part, qui est le processus dans lequel on, on apporte du contenu, une progression de manière à former et à faire monter en compétences. Et on a un deuxième process qui va être l'évaluation et la délivrance d'une certification. Et donc, ce qui est important quand on se pose cette question de la certification, c'est de bien faire ce pas de côté par rapport à la formation, puisque l'objectif est non pas de mettre en avant la qualité et le contenu d'une formation, mais plutôt de bien identifier en termes d'activité, que ce soit un métier ou une compétence complémentaire, d'identifier donc l'impact que ça va avoir en termes de métier. Puisque ce qu'on va décrire, c'est une activité professionnelle et non pas un contenu de formation. Puisque dans le cadre de réseaux, par exemple, où plusieurs organismes seraient habilités à préparer une certification, eh bien, on pourrait avoir autant d'ingénierie que d'organismes qui préparent à une même certification. On pourrait avoir voilà, plusieurs formations avec des contenus organisés différemment, des modalités différentes, mais qui visent les mêmes compétences. Donc, c'est ce pas de côté qui va être très important. Voilà. Donc, une fois qu'on a compris ce cadre-là, on se pose la question de, voilà, est-ce qu'on peut aller demander l'enregistrement d'une certification? On va donc entrer dans le process mis en place par France Compétences. Donc, en quelques mots, le rôle de France Compétences, donc, qui a été créé en 2019, reprenant le rôle de plusieurs autorités préalables et notamment celle de la CNCP pour la gestion des répertoires nationaux. On a ici une fonction de régulation de la question des financements. Notamment puisque sur la base donc, des fonds mutualisés, France Compétences va pouvoir répartir des enveloppes
en fonction donc des orientations politiques vers le financement, par exemple, de l'apprentissage, vers le financement des demandeurs d'emploi, vers le plan de développement des compétences, vers le CPF. Donc ça, vous avez des infographies chaque année, notamment de Centre Info, qui vous permettent de bien identifier justement ces enveloppes-là et ces fonctionnements-là. Deuxième rôle de régulation de la qualité, des coûts, des règles de prise en charge. Là, notamment pour ce qui est de l'apprentissage, on a ce qui est déterminant ici sur les règles de prise en charge, les niveaux de prise en charge justement des contrats. Et donc également donc la régulation des répertoires. On le voit depuis 2019, le nombre de certifications a été divisé par 2. Donc on a ici une large régulation qui est opérée sur l'offre de certification, avec l'objectif évidemment de réguler ce qui va être pris en charge et donc euh, pour décider vers quel dispositif on flèche les financements. Ce qui rejoint donc la transformation de l'offre de formation, enfin, avec des contributions notamment auprès des branches, construction des titres professionnels, etc. Donc voilà pour le rôle de France Compétences dans l'écosystème qui va être déterminant ici, puisque c'est à travers ces processus qu'on va pouvoir obtenir la reconnaissance d'une certification. Alors pourquoi une certification? Parce qu'en effet, alors, on a vu évidemment cette notion de financement, mais également en termes de reconnaissance d'un métier ou d'une activité, et reconnaissance aussi donc de la compétence qu'aura acquise la personne pour s'en prévaloir sur un CV par exemple. Ce qui fera la différence justement en termes de valeur du diplôme entre ce qui va être certifiant et ce qui n'est pas certifiant. Ici évidemment, ça ne c'est pas forcément un gage sur le contenu de la formation, mais en tout cas, en termes d'impact et de métier, c'est censé être un signal fort sur le marché. C'est l'objectif en tout cas. Donc, en termes de certificateurs, on en distingue plusieurs. Donc déjà, l'État, on a mentionné tout à l'heure les CAP, etc. Bac Pro, BTS, diplôme, enfin tout type de diplôme d'État, dont le certificateur peut être le ministère du Travail ou celui de l'enseignement supérieur, par exemple. Donc ces titres-là sont enregistrés de droit aux répertoires nationaux. On a ensuite les certifications des branches, notamment donc les certifications certificats de qualification professionnelle, CQP. Et on a donc autres certificateurs, publics ou privés, consulaires, qui vont donc demander l'enregistrement. On a des enregistrements de droit, je le disais, donc pour les diplômes de l'État, également pour ceux pour des organismes privés, mais qui ont un visa, par exemple, du ministère de l'Enseignement supérieur. À ce moment-là, on va pouvoir, pour la formation professionnelle, ici, obtenir un enregistrement de droit au RNCP. Pour donc, ce qui n'est pas de droit, on va avoir une procédure sur demande avec le dépôt d'une demande qui se fait donc sur une plateforme mise à disposition par France Compétences qui s'appelle Certif Pro et qui permet donc d'entrer dans un processus d'instruction avec donc France Compétences indique de prendre en compte environ 7 mois entre donc une première étape de recevabilité qui voit sur la forme et sur un certain nombre de points de vérification si en effet un instructeur va pouvoir instruire la demande. Ensuite, une période plus longue de lecture du dossier au regard donc, des critères qui sont mentionnés dans la loi, avec un rapport qui est écrit à destination de membres de la commission, puisque la dernière étape, c'est la mise à jour, la mise à l'ordre du jour d'une des sessions de la commission, qui se réunit une fois par mois sur une journée, qui est composée donc de représentants des ministères, des conseils régionaux et donc euh, des syndicats et organisations représentatives au niveau national, à la fois des employeurs et des salariés. Et donc, sur la base de l'instruction qui est faite par l'instructeur, les membres de la commission vont pouvoir prendre une décision d'enregistrement. Elle peut être favorable, elle peut être défavorable,
ou troisième voie, un ajournement qui demande une modification en vue de repasser devant la commission. En cas d'avis favorable, dans les quelques heures qui suivent, une fiche est publiée sur le site de France Compétences, fiche RS ou RNCP, pour officialiser donc l'enregistrement de la certification. En cas de refus, il n'y a pas de délai pour redéposer une demande. Simplement, il faut bien prendre en compte les motivations de ce refus que France Compétences communique à travers un courrier, invitant également à un entretien de débriefing avec l'instructeur en charge. Voilà pour ces quelques éléments, sachant que, dernier élément, la certification est enregistrée pour une durée de 5 ans au maximum. Donc ça peut être pour 1, 2, 3, 4 ou 5 ans, à la discrétion de France Compétences. On a mentionné donc que France Compétences gérait à la fois le RNCP et le RS, qui sont 2 répertoires. Donc c'est un système binaire à bien appréhender, puisque parfois on peut se retrouver un peu entre les deux et l'identification du bon répertoire ne va pas toujours de soi. C'est pas forcément le contenu de formation ou la durée de la formation qui vont en fait nous flécher vers ces répertoires, mais plutôt l'objectif du dispositif et son impact pour la personne. L'idée, la question à se poser, c'est de savoir quel est notre public cible, qu'est-ce qu'on lui apporte et qu'est-ce qu'il va en faire dans son activité professionnelle. Et donc là, on a un système binaire où on se dit soit on mène la personne vers un nouveau métier, soit on lui apporte des compétences qu'elle va pouvoir utiliser dans une activité existante. Donc si on mène la personne vers un nouveau métier, alors le dispositif relève du RNCP. Si on se dit qu'on lui apporte une compétence qui va être mobilisée dans une activité existante, alors on relève du RS. Voilà cette distinction. Ce qui veut dire qu'en termes de nouveaux métiers, on doit pouvoir, pour chaque participant, identifier une situation A avant la formation et une situation B après la formation, avec une activité professionnelle qui évolue. Ça peut être former des jeunes donc pour une première insertion dans l'emploi. Ça peut être des projets de reconversion. Donc à ce moment-là, on a bien un métier A, un métier B. Ça peut être des retours à l'emploi pour des personnes qui en étaient éloignées, ou ça peut être encore des évolutions professionnelles. Ça peut être dans le même domaine, mais on doit pouvoir quand même démontrer qu'on a eu une augmentation, par exemple, du niveau d'autonomie et de responsabilité qui fait que, in fine, on a évolué, on a changé de métier parce qu'on ne mobilise plus du tout les mêmes compétences, même si ça reste dans le même écosystème. Pour le RS, on va être donc dans dans le ressort de la complémentarité. Ça peut être une compétence qui est très transversale à beaucoup de métiers, comme des langues, comme des méthodes de gestion de projet ou de management, comme ça peut être des compétences très techniques, comme vous pouvez l'avoir dans des métiers d'art, par exemple. Donc, le champ est à définir, mais dans tous les cas, on va devoir démontrer une articulation entre un métier existant, une activité professionnelle préalable existante et l'ajout d'une nouvelle compétence, soit parce que c'est, on va dire, pas dans le cœur de métier, mais c'est quelque chose qui va nous permettre d'élargir ou en tout cas d'améliorer sa pratique ou d'élargir son offre. Soit quelque chose qui est nouveau parce que c'est une technologie nouvelle, par exemple. Voilà, donc il y a plusieurs configurations qui permettent de justifier ce RS, mais tout en ayant l'objectif donc d'articuler cela avec une activité professionnelle préexistante. Alors parfois, c'est vrai qu'on se dit, bah, j'ai les deux. Et donc, ça pose question
parce que France Compétences met le référentiel national qualité aussi, hein, quand on définit des objectifs, etc., et qu'on donne de l'information au public, finalement, ça nous pousse à préciser, à donner de la visibilité en termes d'impact sur l'emploi. Et donc, en général, quand on est entre les deux, ça va nous pousser peut-être à distinguer notre offre entre celle qui a une vocation métier et celle qui a une vocation compétences complémentaires. Parce qu'on a un certain nombre d'activités qui peuvent être entre les deux. Je vais te donner des exemples en dehors de vos champs d'activité, mais par exemple, beaucoup de reconversions dans du coaching professionnel, par exemple. On peut avoir l'ambition d'entreprendre ce projet de reconversion. À ce moment-là, on va vers un nouveau métier parce qu'on va s'installer en tant qu'indépendant. Mais certains vont utiliser des compétences de coaching dans une activité existante, de RH, de management. Et à ce moment-là, on ne va pas vers un nouveau métier, donc on relève du RS. Et l'objectif, donc, pour France Compétences, c'est qu'on arrive bien à distinguer ces finalités-là, parce que ça correspond à des objectifs et donc à des contenus différents. Donc voilà, au préalable, donc le choix du bon répertoire. Donc, pour chacun de ces deux répertoires, il y a des critères d'instruction. On va juste après pouvoir les détailler, sachant qu'il y a donc des prérequis pour pouvoir présenter cette demande. Le premier prérequis, ce serait déjà de pouvoir délivrer restituer une valeur d'usage, c'est-à-dire que le dispositif doit avoir été éprouvé, en dehors d'ailleurs d'une certification tierce. Par exemple, on ne peut pas avoir préparé, s'être adossé à une autre certification et se dire, bon, bah, maintenant, je veux la mienne, parce que le bénéfice justement de ces personnes formées revient au certificateur. Donc, il nous faut des cohortes, on va dire, vierges de toute certification. Notamment, ça constitue une contrainte pour le RNCP, puisqu'il nous faut présenter des promotions. Donc, c'est ce qu'on appelle l'ensemble de personnes qui sont sorties de notre dispositif sur 2 années civiles. Donc, en effet, ça peut être assez contraignant. Il existe une exception à cela, c'est une liste de métiers émergents que France Compétences publie chaque année. Donc à surveiller pour voir si finalement on peut y être éligible. L'objectif pour France Compétences, c'est sur certains métiers qui sont nouveaux ou pour lesquels il y a des besoins particuliers, d'accélérer justement la création d'une offre de certification en étant exempté donc de la présentation de ces promotions. Donc on va dire que il nous faut un dispositif préexistant pour montrer non seulement qu'il y a un intérêt, mais que vous avez apporté une réponse à ces besoins, et puis d'avoir bien identifié donc le bon répertoire entre RNCP ou RS. Ce qui distingue également, alors juste pour finir sur la slide, ouais, on va avoir une certification RNCP qui, elle, est découpée en blocs de compétences. C'est une obligation. Ce qui va permettre pourquoi pas, de commercialiser partiellement la certification, soit parce que certains stagiaires seraient intéressés uniquement pour un bloc, soit parce que ce serait une évolution progressive de la validation des blocs, ensuite jusqu'à valider donc la certification pour attester la compétence sur le métier, sachant que à l'inverse, le RS, lui, est une unité. Et donc, il ne peut se valider de manière partielle. Autre différence, le RNCP, lui, délivre un niveau. Donc, aujourd'hui, on parle de la nomenclature européenne, hein, entre 2 et 8. Donc, il est adossé à un niveau, à l'inverse du RS qui, lui, n'est pas adossé à un niveau. Il peut y avoir également des différences en termes de voies d'accès. Donc, tous sont éligibles, enfin, en tout cas, font l'objet de formations professionnelles. Mais par exemple, l'apprentissage, lui, s'adosse à des certifications RNCP. Voilà pour pouvoir bien identifier ces deux répertoires et choisir.
Alors, je vois une question justement, pourquoi les certifications métiers d'art ne bénéficient pas de cette liste qui allège les conditions. C'est France Compétences qui détermine en fait une liste de métiers dits en particulière évolution ou alors qui sont nouveaux, en tension. Euh, Elle le fait sur proposition de branche. Donc voilà. Il y a donc se pose la question justement de qui peut justement faire ce lobbying-là. Mais en effet, c'est soumis à cette procédure. À propos des blocs de compétences, au sein d'un bloc est proposé plusieurs sous-compétences. Peut-on proposer une formation sur une sous-compétence de bloc, qu'elles soient inscrites au CPF? Alors, non. On vise une certification ou un bloc. On ne peut pas délivrer moins qu'un bloc, on ne peut pas le délivrer partiellement. Il est possible éventuellement d'adapter le contenu de la formation si par exemple on estime, après avoir évalué le besoin de la personne et ses connaissances préalables, on estime qu'il y a déjà une partie des compétences qu'elle maîtrise. Éventuellement, il est possible de dire, bon, bah, j'adapte mon contenu de formation. Par contre, dans l'évaluation de certification qui devrait être passée, chaque candidat est évalué en suivant le référentiel, donc sur l'ensemble des compétences. Tous les candidats doivent être évalués de la même manière. Donc, à ce moment, dans tous les cas, les compétences devront être évaluées. Donc, il est possible d'ajuster à la marge le contenu de formation parce que ça, c'est à l'organisme de formation après pour respecter le référentiel de proposer une ingénierie de formation qui vise bien les compétences. Mais c'est vrai que théoriquement, on vise soit un bloc, soit une certification complète. D'autant plus que là, si l'objectif est le CPF, on a la Caisse des dépôts justement qui fait un contrôle préalable pour vérifier que le contenu de formation proposé, enfin le dispositif vise bien la certification. Donc si on rogne trop, il y a un risque que le référencement ne soit pas accepté. Une fois qu'on a choisi son répertoire, voilà plusieurs points qui correspondent aux critères qui figurent dans la loi. Le premier, ça va être de déterminer l'opportunité du projet. Montrer que on s'adosse bien à un métier, qu'on vise bien un métier bien identifié, ou, comme je le disais tout à l'heure pour le RS, qu'on ait une bonne articulation entre les activités existantes et ce qu'on va apporter comme compétences complémentaires. Cela nécessite de bien déterminer le périmètre des compétences des métiers qui sont concernés. Et donc, pour cela, le but, ce n'est pas voilà, de partir d'une situation qui va de soi ou de l'expliquer soi-même. L'idée, c'est de restituer une veille métier. Et pour cela, de se baser sur des éléments concrets du marché, type fiche métier, offre d'emploi, articles, études en tout genre qui peuvent soutenir notre argumentation. Donc l'idée, c'est déjà de bien décrire du coup, le métier ou l'activité visée à l'issue pour pouvoir justement indiquer ensuite quelles sont les problématiques pour le public qui souhaite y accéder, pour les entreprises qui proposent ces activités-là. Quelles sont les tendances et évolutions qui nécessitent, enfin qui justement sont à traiter. Ça va nous aider ensuite à montrer que notre référentiel est pertinent puisqu'il permet de répondre à toutes ces problématiques du marché et ce qui va nous permettre une fois qu'on a analysé ces tendances et évolutions, d'identifier les besoins en compétences qui en découlent. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, voilà les pratiques, je sais pas, de consommation, les pratiques du marché, les enjeux, les nouveautés, les évolutions réglementaires, techniques, l'IA, le handicap, etc. Une fois qu'on a analysé tous ces enjeux-là, ça va nous permettre de mettre en place une ingénierie pertinente. Donc ça, c'est l'opportunité. C'est montrer en effet que oui, il y a un marché et que oui, il y a un besoin.
La deuxième étape pour aller plus loin, c'est la valeur d'usage. C'est non seulement il y a une opportunité, mais en plus, j'y apporte une réponse en tant qu'organisme de formation. J'apporte une réponse parce que j'ai un impact sur les trajectoires professionnelles, soit en termes de métier, comme on l'a dit tout à l'heure, soit en termes de compétences complémentaires. Et donc, ça va se traduire pour le RNCP par une enquête d'insertion. Donc, France Compétences met à disposition justement un tableau pour restituer des informations, des données sur le devenir professionnel des certifiés, dans l'objectif de montrer, en effet, comme on le disait tout à l'heure, entre la situation A avant la formation et la situation B après, que on a bien évolué vers le métier visé. Pour le RS, la situation avant-après est moins flagrante, donc ça se fait plutôt par des courriers de soutien d'entités utilisatrices, donc les stagiaires eux-mêmes, notamment quand ils sont dans une démarche individuelle, ou alors l'entreprise qui les emploie, voire qui soutient le projet de formation, pour montrer qu'en effet, il y a un bénéfice retiré à la fois pour la personne formée et pour l'entreprise. L'idée est donc de pouvoir euh, caractériser justement donc l'impact, c'est-à-dire pouvoir démontrer la finalité du projet dont on parlait tout à l'heure, d'apporter des compétences qui vont avoir une utilité et une traduction donc dans l'emploi. Tout ça va nous permettre, une fois qu'on a bien déterminé ce cadre-là, quel public j'adresse, quelles compétences je lui apporte et donc qu'est-ce qu'il va en faire sur le marché en termes d'activité. Ça va nous permettre de traduire tout ça dans un référentiel. C'est évidemment le cœur d'une certification. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le référentiel ne vise pas à décrire le contenu d'une formation, mais bien de décrire ce que la personne va savoir faire et qu'elle va exercer en situation professionnelle. Donc l'objectif, c'est de décrire finement les activités qui vont être exercées. Donc soit donc l'ensemble des activités d'un métier si on vise un nouveau métier dans le cadre du RNCP. Et pour le RS, c'est les pratiques complémentaires à un cœur de métier déjà existant. Et donc la question à se poser, ce sera qu'est-ce que la personne va pouvoir faire qu'elle ne savait pas faire avant dans son activité. Et donc l'idée, c'est de pouvoir décrire finement cela avec une ingénierie, donc une méthodologie attendue par France Compétences, notamment dans la rédaction des compétences, qui passe par des verbes d'action, des moyens qui permettent de bien décrire ces actions, comment on le fait, avec quel protocole, quel outil, dans le respect de quelle réglementation, etc. Et une finalité, donc le résultat de chaque action. Une fois qu'on a ce référentiel de compétences-là, on va pouvoir indiquer comment on l'évalue. Et ici, l'idée, c'est de mettre en place un dispositif d'évaluation qui ne soit pas, qui se distingue du contrôle continu ou de l'évaluation formative, puisque ça relève, je disais bien tout à l'heure qu'on distinguait processus de formation d'une part et processus de certification d'autre part. Donc, on va laisser de côté tout ce qui est contrôle continu, évaluation des acquis en cours de formation. Là, on va se mettre plutôt en position d'évaluation finale qui permette d'attester que oui ou non, les compétences sont acquises et donc que la certification peut être délivrée. Et donc pour cela, on va déterminer des modalités d'évaluation, c'est-à-dire le type d'évaluation utilisé, le sujet, l'attendu du candidat, et puis des critères, l'ensemble des indicateurs qui permettront à un jury d'évaluation de dire si oui ou non le niveau est atteint. Une fois qu'on a ce référentiel-là, France Compétences va se poser une dernière question. Est-ce que cet organisme-là a bien identifié quelle est la responsabilité d'être certificateur et pas seulement être organisme de formation, hein, d'endosser ce rôle, c'est de pouvoir délivrer la certification en assurant le respect du référentiel. Et pour cela, on va se poser la question, mais comment est-ce que ce référentiel est ensuite déployé? Et donc, on va regarder comment le certificateur y veille en mettant en place donc des procédures d'accès à la certification, d'organisation des épreuves, des jurys, des rattrapages, etc., y compris dans le cadre d'un réseau de préparateurs, c'est-à-dire la situation dans laquelle un certificateur décide d'habiliter d'autres organismes. À ce moment-là, le certificateur est responsable lui-même des actions de ces organismes, de ce réseau.
euh, en vue notamment donc du renouvellement. Voilà, donc j'étais un peu long, mais pour montrer finalement qu'il y a différentes dimensions, l'opportunité, la valeur d'usage, le cœur de l'ingénierie en elle-même avec le référentiel, et puis en termes qualité, les procédures qui vont être respectées. Donc, il y a des enjeux hein, euh, euh, ici dont les témoignages justement pourront faire état. Notamment avec des spécificités dans vos métiers, que ce soit pour démontrer l'existence d'un métier, ou en tout cas en termes de chiffres et de sources pour en attester, restituer un bilan à travers justement l'insertion professionnelle. Tout ça fait l'objet donc parfois de certaines difficultés, donc on va pouvoir les évoquer. Évidemment, en termes de bonnes pratiques, il faut pouvoir s'adosser sur une expertise métier, puisque comme on le disait, il ne s'agit pas de restituer un contenu de formation, mais vraiment de valoriser un métier ou une activité professionnelle. Donc, l'idée, c'est de pouvoir s'appuyer sur la contribution d'experts métiers. Ça, c'est pour le fond. Pour la forme, c'est vrai que vu la difficulté de déjà d'application de cette méthodologie, de connaissance de l'ensemble des tenants et des aboutissants, c'est vrai que l'aide d'un consultant externe est souvent utile. Euh, et donc, finalement, voilà, l'idée, c'est pour avoir une bonne ingénierie, de vraiment euh, appréhender voilà, ce changement de paradigme qui finalement est que ici, on ne va pas restituer la qualité de la formation et de notre ingénierie, parce que France Compétences ne va pas regarder tout ce qui est pédagogique, ne va pas regarder qui sont vos intervenants, ne va pas regarder comment est structurée votre ingénierie, votre contenu, la durée, etc. Va regarder uniquement en termes de métier. Est-ce que ça correspond à une réalité sur le marché, et est-ce que ça correspond à un besoin? Et une fois qu'on a identifié ce besoin, est-ce que vous y apportez une réponse satisfaisante en termes d'impact? Voilà. On va peut-être passer au témoignage du coup pour illustrer justement tout ce qui vient de se dire sur la demande d'enregistrement. Donc je vais passer en premier la parole à Marion Boisjol de la Maison de la Céramique de Thieu-le-Fy. Marion, si vous voulez bien prendre la parole. Oui, alors bonjour à tous et à toutes, pardon. Euh, Nous sommes organisme certificateur depuis un bon moment maintenant. J'avais pris des notes, évidemment, j'ai tout oublié. Mais voilà. Ceci pour dire qu'au départ, je crois qu'il est quand même important de dire que la certification n'est pas allée de soi dans notre démarche de formation. Parce que ce qui nous importait quand on a mis la formation en place en 97, c'était de pallier à un manque de formation et à un vieillissement de la population active dans la céramique. Donc, la certification n'est venue vers 2009 par là, quand effectivement la réforme a commencé à se mettre en œuvre. Et à ce moment-là, on a compris le sens d'une démarche de certification comme étant une vraie valorisation des compétences et des métiers, et éventuellement pour nous aussi la compréhension que peut-être, notamment s'il y avait une réorientation d'une personne qui pouvait être porteuse d'une certification et à bon niveau, ça pouvait permettre une reconversion éventuellement. Voilà, nous on a un peu joué cette carte-là. Petit à petit, on s'est adapté à cette demande de certification, mais c'est vrai à ce travail de certification, c'est vrai que ça a été tout un chemin de compréhension qui n'allait pas de soi non plus au départ.
Tout à l'heure, Alain Gouet parlait de la différence entre certification et formation. Et je dirais qu'aussi, en complément, il y a toute une information à faire ensuite, une fois qu'on a construit ces référentiels, un travail à faire avec les équipes pédagogiques pour bien faire comprendre ce dont qu'est-ce que c'est qu'une évaluation, un critère d'évaluation, à quoi ça fait référence. Et ensuite, aussi au niveau des activités du métier, dans nos formations, on n'a pas forcément le choix de valider toutes les activités des métiers. Donc, il faut faire attention par rapport à l'offre de formation qu'on peut générer, à être bien dans ce qui nous est familier et ce qui nous est possible de certifier pour être vraiment dans un référentiel adapté. C'est un peu le jeu des allers-retours entre certification et formation. Depuis 2 ans, nous avons des partenaires de certification. Ce partenariat, en fait, a été aussi un travail de construction, y compris avec les partenaires eux-mêmes, où justement on a travaillé avec l'IEAC et à Guebwiller et avec le CNIFOP à Saint-Amand-en-Puisé. Nos formations étaient à peu près équivalentes, donc on se connaissait déjà depuis longtemps, parce que voilà, on est des organismes de formation un peu anciens maintenant. Donc on a fait ce travail d'unification, voilà, de nos formations. Et après, pour nous, alors je dis unification de nos formations, ça ne veut pas dire uniformisation, mais ça veut dire aussi que moi, en tant qu'organisme certificateur, j'ai dû aller un peu visiter de manière un peu détaillée les formations proposées, pour être sûr que on avait cette correspondance entre leur formation et notre référentiel de certification. Donc c'est passé par une phase d'audit, et aujourd'hui on est je suis dans un suivi de ce travail de partenariat. Voilà, donc tout à l'heure on parlait aussi du travail qui vient un peu s'ajouter sur les organismes de formation par rapport au déploiement des certifications. Avoir un réseau de partenaires, c'est un vrai travail. Donc voilà, je crois que c'est... Je ne sais pas si j'ai des choses complémentaires à dire, mais je pense que l'heure tourne et qu'il est important aussi que tout le monde ait le temps de témoigner. Je vais passer la parole à Marielle pour l'IMAPEC. Bonjour. Bonjour. Alors, nous, c'est un organisme, ça fait 200 ans qu'on forme au métier de la pierre. Et la formation, en fait, je vais vous parler de la formation qu'on a déposée pour laquelle on était certificateur, c'était l'émaillage sur lave. Donc, depuis 2005, on certifie, en tout cas, depuis 2005. Et en 2021, jusqu'à 2023, en fait, on devait déposer la nouvelle certification parce que ça s'arrêtait. Et on a eu 2 échecs, 2 dépôts qui ont eu un refus auprès de France Compétences. Donc, on a essayé de passer après un audit pour voir ce qui n'allait pas dans notre certification, alors que ça fait des années que ça se passait bien. Mais effectivement, il y avait beaucoup de modifications qui ont été apportées avec France Compétences, des nouvelles demandes. Ce qu'on a parlé, c'est par exemple une étude de marché, donc voir quel est l'impact de nos certifiés dans le marché du travail. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait une étude pendant plusieurs mois. On a appelé toutes les entreprises qui travaillaient sur l'émaillage sur lave. Et on a pu faire un état des lieux justement de ce métier-là pour pouvoir avoir des chiffres, savoir exactement l'impact que ça allait avoir. Et ça a pris beaucoup de temps, c'était assez dur. Donc on n'a pas encore la réponse parce qu'on a déposé il y a 1 mois, donc on attend
voir si notre travail va porter ses fruits. Mais en tout cas, voilà, vu que c'est un métier niche, un métier où il y a très peu de monde, parce qu'on a en moyenne 5 à 2 certifiés par année, on n'a pas de chiffres, en fait, on n'appartient pas à une branche, on n'a personne, en fait, pour nous donner des statistiques vraiment par rapport à notre branche. Par exemple, on avait parlé du code NAF, nous, c'est pareil, c'est difficile à identifier, il y a énormément de codes NAF. Donc, pour trouver les entreprises qui travaillent, voilà, c'était pas simple. Donc, c'est ce qu'on a fait, c'était vraiment un travail de longue haleine. Et on a pu avoir des chiffres, on a vu aussi des corrélations avec votre étude, par exemple, avec la pyramide des âges qu'on leur a déposé, on leur a demandé un questionnaire pour vraiment que ça réponde au mieux à la certification. Donc, à toutes ces entreprises, on leur a demandé leur âge, leur chiffre d'affaires, l'étude vraiment l'intégralité de ce qui était demandé pour déposer la certification, pour justement répondre au mieux à ça. Et voilà, une partie a répondu présent, on n'a pas la moitié, mais en tout cas, on en a un certain nombre. Ça permet d'avoir suffisamment de chiffres pour pouvoir se donner une idée de quel est le métier, en tout cas, qui est demandé. Enfin, voilà. Donc, ça, c'était tout notre travail de longue haleine. Voilà. Parce que voilà, c'est vrai que c'est pas simple. Enfin, je sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont été dans notre cas, mais quand on est des métiers où il y a des métiers niches, quand on doit déposer, et ben, on n'a pas de structure vraiment qui peut nous aider et qui, à part, voilà, comme c'est Lafayette qui est représenté par Monsieur Gouet, mais voilà, nous, on n'avait pas forcément les moyens d'avoir quelqu'un qui nous aide, donc on a quand même demandé un audit, mais c'est pas simple, voilà. Et voilà. Donc, en tout cas, on attend la réponse actuellement, et c'est ça que je voulais dire. Après, je ne sais pas forcément s'il y a des questions par rapport aux démarches. Bah, du coup, on peut peut-être passer au temps de questions. Malice, est-ce que tu as vu des questions passer Alors, Alain a auxquelles on commencé à pourrait répondre? répondre au fur et à mesure. Mais l'une des questions que je vois, c'était au moment de la prise de parole d'Alain. Tout cela est pertinent pour des métiers classiques. Comment adapter certaines exigences à nos métiers? Exercice de l'activité en indépendant, entre parenthèses, qui prend plus de temps en termes de retour à l'emploi, par exemple. C'est vrai que en effet, le dossier doit être argumenté. Une des difficultés, c'est que tout se passe à l'écrit dans cette procédure. Il est assez rare que France Compétences prenne l'initiative d'un échange. Le cadre nous permet d'argumenter. Comme je le disais tout à l'heure, il faut voilà, trouver les solutions pour parfois, quand il n'y a pas de chiffre qui existe, bah, en effet, essayer de faire sa propre enquête ou trouver le moyen de, avec des courriers, par exemple, d'acteurs, etc., d'apporter du contenu et des éléments de contexte pour que France Compétences comprenne bien la spécificité du métier et l'importance de la démarche. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'instructeur va pouvoir traiter, même s'il a peut-être une coloration sectorielle, il ne sera pas un expert métier, les membres de la commission non plus. Donc, on a l'objectif de vulgariser d'une part et de convaincre également. Mais tout peut être argumenté. Il y a en effet des certifications qui passent avec des petits flux. J'en ai l'expérience dans d'autres secteurs. Je me souviens d'un conducteur de travaux qui est passé avec moins de 10 personnes par an. Donc, c'est pas parce qu'on a des petits flux qu'on se dit qu'on n'a pas sa chance, parce que déjà, France Compétences n'est pas là pour créer des monopoles avec une seule certification par métier. Voilà. Il y a une logique ici d'analyse de certification comparable pour voir les passerelles qui peuvent être faites, mais pas dans une logique de concurrence en disant il y en a déjà une, donc il n'y a pas de place pour d'autres. Comme on dit, France Compétences, c'est une régulation. Et donc, à partir du moment où on se dit qu'on est sur un marché où on n'a pas besoin de compétences dans des volumes extraordinaires, mais plutôt des compétences critiques qui sont importantes et qui doivent être reconnues,
ça s'entend comme argumentation. Donc, il nous faut quand même des flux pour démontrer l'impact, mais voilà, même sur des petits volumes, si on arrive à avoir les réponses et avoir des exemples probants, à ce moment-là, on a toutes ces chances. Évidemment, ben, il y a certaines problématiques spécifiques à vos métiers, comme par exemple, en effet, l'activité indépendante, le temps nécessaire à la constitution d'une structure, d'une offre, peut-être avec des temps de pluriactivité avant vraiment d'y arriver. Ce qui est recommandé dans ce moment-là, à ce moment-là, c'est de pouvoir observer sur le temps le plus long possible, ne pas se limiter, si possible, aux 2 promotions qui sont demandées par France Compétences, mais peut-être justement d'aller plus loin. Parce que oui, France Compétences essaye de regarder à 6 mois, mais on sait très bien que c'est pas possible, donc autant essayer de valoriser sur le plus long terme. Alors à titre indicatif, c'est écrit nulle part ce qui est attendu en termes d'ailleurs d'insertion. On a, nous, de manière assez ancienne, une exigence qui est autour de 70% déjà de répondants pour que ce soit vraiment représentatif. Et parmi ces répondants-là, on essaye de tendre vers aussi 70% de personnes qui sont dans le métier. Après, voilà, il peut y avoir on a toujours argumenté sur 2021, après la période Covid, il y a eu des impacts. Parfois, voilà, ça dépend d'aléas, il y a des spécificités de promotion. Et justement, quand on est sur des petits flux, bah, c'est toujours intéressant de pouvoir argumenter, peut-être même au niveau individuel, pour expliquer les tendances d'insertion. Donc voilà, la bonne pratique ici, c'est vraiment de contextualiser et d'argumenter pour justement expliquer, enfin devancer en tout cas tous les points qui pourraient poser question pour France Compétences pour justement les expliquer. Oui, je confirme, on est vraiment dans ce cas de figure où on a, nous, 10 certifiés, 11 candidats par an, qui ne sont pas forcément certifiés, mais en tout cas qui sont candidats à la certification, donc des tout petits flux aussi. Aujourd'hui, un petit peu plus important avec nos partenaires. Mais du coup, ce travail dont vous parlez, Monsieur Gouet, on l'a vraiment fait pour notre dernière reconduction de certification, où on est allé chercher comment dire, 3 ou 4 promotions qui se suivaient pour venir effectivement apporter des éléments disant qu'en effet, il y a un temps d'installation qui est très long parce que, bon, sur un métier d'art, il y a l'aspect, comment dire, mise au point technique du produit, ensuite sa conception, avant ça, la mise au point technique, en même temps l'installation, la diffusion, enfin tout vient dans un même temps et à la fois tout prend du temps. Donc il faut que ce temps-là soit bien explicité dans le dossier et c'est vrai que c'est un vrai travail qu'il faut savoir mener, quoi. C'est pas du tout évident. Et Il faut être bien conseillé. Oui, par rapport au petit flux, justement, nous aussi, on est encore un tout petit peu plus petit que vous encore. Et oui. Et c'est vrai que du coup, quand on a fait notre étude de marché, on a contacté les entreprises qui passent par, enfin, l'acquisition du savoir passe aussi par savoir, transmission directe, artisan, apprenti. Et donc là, on a vu aussi, on leur a posé ces questions-là sur l'installation, combien de temps ils mettaient justement pour s'installer, parce que cette question-là, elle est de l'insertion sur les 6 mois. Pour nous, en tant qu'artisans, en tout cas, c'est vrai que ça ne fonctionne pas. Très peu. Nous, à l'installation d'un four, c'est pareil pour vous en céramique, ça a un coût énorme. L'implantation, trouver le lieu exact pour s'implanter, pour justement accentuer le temps de travaux. Enfin, on a des échelles jusqu'à 1 an, 2 ans pour vraiment qu'ils s'installent et qu'on ait des chiffres intéressants. C'est souvent jusqu'à 2 ans. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant de faire un état des lieux global. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on a une autre question peut-être?
Désolée, mon Maëlys, micro n'était oui. pas allumé. Ah, Quelle est la durée d'un accompagnement et le temps consultant pour réaliser un dossier? Alors, là-dessus, c'est assez variable. L'ingénierie nécessite, comme on le disait, d'échanger avec des experts métiers justement pour valider une ingénierie assez conforme. Donc, le temps d'organiser cette démarche-là, je dirais entre 2 et 3 mois. Parfois, évidemment, on a des contraintes, notamment sur le recueil de données d'insertion pour le RNCP ou de courrier de soutien pour le répertoire spécifique, qui font que on a besoin de davantage de temps. Mais on va dire que voilà, pour l'organisation d'un projet, je dirais de l'ordre de 3 mois. Après, sur le temps consultant, en général, pour un accompagnement complet, en co-construction évidemment, mais dans lequel le consultant va pouvoir prendre en charge un maximum de la rédaction des éléments du dossier. On est sur au moins une dizaine de jours hommes en général, puisque on a déjà une étude sur le métier à réaliser, le référentiel à co-construire, les éléments de règlement de certification à construire également, le tout à formaliser, à saisir, etc. Donc, il y a un certain nombre de temps au-delà d'échanges, un temps de rédaction qui est assez important. Voilà. Et puis d'interaction aussi dans tous les cas, parce que voilà, l'idée c'est que France Compétences ne se dise pas, alors même s'ils reconnaissent tout à fait le rôle des cabinets de conseil, c'est pas du tout un sujet, mais évidemment, l'idée c'est que on y voit votre patte, votre manière de voir le métier et de parler de votre dispositif, et que ça ne fasse pas trop voilà, rapport de consultant. il y a une question intéressante également sur le délai de traitement suite à une première demande d'enregistrement au RNCP par rapport à une demande de renouvellement. Est-ce que pour une demande de renouvellement, le délai est plus court, j'imagine, sous-entend la question. Non. Alors oui, j'avais mis une petite réponse sur le fait que moi, sur l'année dernière, c'était en réduction, le temps d'instruction. On a vu des 4, 5, 6 mois, donc ce qui était largement plus réduit que les 7, 8, 9 mois qu'on avait pu voir en 2022, par exemple. On a vu des renouvellements très rapides, mais après, ça dépend parfois des secteurs ou des organismes. Enfin, quand je dis organisme, pas de favoritisme, mais certains ont justement un portefeuille qui fait que France Compétences connaît déjà certaines parties des dossiers. Donc, il n'y a pas forcément de généralisation à faire, mais on était plutôt autour de 6 mois voilà, sur ces derniers temps. J'ai une question plutôt pour le côté institut. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de la part de nos référents, ministère de la Culture, Institut, d'œuvrer et d'appuyer une méthodologie différente pour les métiers d'art? Alors, j'aurais été d'avis, je pense que ce serait intéressant aussi, qui s'appuie sur cette question-là, ces métiers rares et qu'on n'ait pas exactement les mêmes dispositifs. Je pense que ça pourrait être une solution. Je ne pense pas que ça soit à l'ordre du jour. Oui, là, effectivement, au niveau de l'Institut, en tout cas, pour les ministères, je n'oserais pas répondre à leur place, mais je pense que chacun sait que parfois ça peut être difficile pour les ministères de se parler entre eux pour diverses raisons. Donc, je ne vais pas prendre position à leur place. Et après, pour l'Institut, donc on est tout à fait au courant des enjeux et on essaye d'y travailler autant que possible. Notamment, on essaye de développer de plus en plus la production de données, justement pour accompagner bah, notamment les demandes d'enregistrement, de certification, mais après, il y a toute autre démarche en dehors de la formation qui peut nécessiter des données.
même pour les acteurs publics, hein, s'entend, pour développer des politiques culturelles ou autres sur les métiers d'art ou les savoir-faire d'exception. Ensuite, pour euh, faire bouger les choses, j'ai envie de dire, faire une, une entrée, un chemin particulier pour les métiers d'art auprès de France Compétences. Là, j'ai envie de dire, on manque de portes d'entrée et de leviers d'action, en tout cas actuellement, pour porter ces enjeux et ces modifications qui pourraient probablement être nécessaires. Dans le cas de certification à l'étranger, faut-il tenir compte des certifications réalisées à l'étranger dans les enquêtes d'insertion de France Compétences? Alors là-dessus, c'est assez spécifique. Évidemment, ce qui intéresse France Compétences, c'est le marché français. Donc on va dire que pour des titulaires, par exemple, étrangers qui travailleraient à l'étranger, on va les neutraliser. Donc c'est toujours bien de les mentionner, mais dans les calculs qu'on va faire, en fait, on va les neutraliser. Tous ceux qui sont, en fait, qui vont travailler, qui sont étrangers, qui vont travailler à l'étranger. Alors des Français qui vont travailler à l'étranger, pourquoi pas s'il y a une dimension internationale voulue. Voilà, mais de manière générale, on va s'intéresser surtout en fait aux réponses du marché français. Une autre question plutôt par rapport à l'apprentissage. Donc, si le référentiel de la certification n'a pas la case cochée accessibilité par l'apprentissage, si un des étudiants souhaite faire l'apprentissage, comment modifier le référentiel? Est-ce qu'il faut attendre l'échéance de validité de la certification ou est-ce qu'il y a une modification en cours qui peut être faite? Donc ça fait partie des champs qui peuvent être modifiés directement sur la plateforme, donc sans délai. Et ensuite, donc je voyais une question sur comment ça se passe au niveau de l'OPCO et de la prise en charge du contrat. En effet, de toute manière, pour pouvoir établir un contrat d'apprentissage, il faut que vous soyez au préalable CFA et que vous ayez obtenu Calliope au titre de l'activité, en effet, apprentissage. Donc ça, c'est un préalable pour pouvoir valider un contrat. Euh, Alors ensuite, oui, Malice. Il y a une personne qui demande, quand on est novice dans le milieu de la certification, est-ce qu'on peut reparler des étapes à suivre, France Compétences, préfecture pour la déclaration, label Calliope, enfin voilà, un résumé des étapes à suivre. Quand on veut devenir organisme de formation. Je pense que c'est sous-entendu. Alors, je n'ai pas vu. Ah oui, suivre. Donc en effet, bon bah il faut une activité de formation, donc avec un numéro de déclaration d'activité. Et une fois que vous avez des sessions qui ont eu lieu, ça constitue donc ce qu'on appelle une valeur d'usage. Et c'est uniquement à partir de ce moment-là, de ce moment finalement où on a un bilan à fournir, qu'on peut aller voir France Compétences. Ce bilan-là, il peut varier. Ça peut être une ou deux sessions pilotes pour l'ERS. Par contre, pour le RNCP, il faut avoir formé les personnes, qu'elles soient sorties du dispositif sur 2 années civiles, avoir des sortants sur 2 années civiles pour pouvoir démontrer l'impact du projet. Donc, ça se fait sur le temps long. Et donc, ensuite, au niveau de France Compétences, donc c'est la procédure qu'on vient de traiter. Pour Calliope, vous pouvez attendre si on va dire, vous n'avez pas eu besoin de financement public ou paritaire auparavant et que le public n'avait pas ce critère-là.
c'est quand même mieux pour aller voir France Compétences d'avoir déjà Calliope, puisque de toute façon, pour que vous soyez éligible à ces prises en charge, il faut répondre à ces deux impératifs, avoir la certification Calliope et viser une certification, soit en étant habilité par un certificateur, soit en étant vous-même certificateur. J'en profite pour répondre en même temps sur la question du visa du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. En effet, les diplômes visés sont éligibles de droit au RNCP, ce qui nécessite malgré tout donc de déposer une demande qui est allégée, mais qui nécessite la rédaction d'un référentiel. C'est de droit, donc on va dire que les chances de refus, on va dire, sont réduites, mais malgré tout, on sait que c'est l'un des projets de France Compétences d'améliorer l'ingénierie des certifications de droit, donc ça nécessite malgré tout donc une démarche d'ingénierie répondant aux attendus de France Compétences. Ensuite, il y a une question. Est-ce que le fait de développer entre nous, organismes de formation métiers d'art, les partenariats pour déployer les formations, ne serait pas un moyen de faire grandir les flux et de faciliter les renouvellements? De même, mutualiser les expériences dans plusieurs organismes de formation pour préparer une nouvelle certification et avoir un chef de file qui dépose une nouvelle certification, puis partenariat dans le groupe, ne serait-il pas un cercle vertueux? Pardon. C'est en effet une bonne idée. Mais voilà, ça peut être un chef de file comme ça peut être un syndicat ou une organisation au-dessus ou même une co-certification à plusieurs. Ce qui pose souvent problème finalement, c'est l'animation, on va dire, de telles démarches. On l'a vu dans certains secteurs d'activité. Ça a pu porter ses fruits. Mais on va dire qu'en effet, il y a une dynamique qui est à lancer, mais c'est souvent une bonne idée parce que ça permet d'arriver groupé et d'avoir du poids vis-à-vis de France Compétences, en effet. Et après, comme Marion l'a dit, le fait de mener, de déployer un partenariat, c'est aussi du temps et un vrai travail. Donc, Marion fait office de chef de file pour la certification céramiste. Et comme elle l'a dit, c'est un vrai travail. Donc, c'est aussi la volonté du chef de file. Enfin, c'est aussi comment le chef de file souhaite se positionner aussi là-dessus. Ouais. Alors, il y a une autre ça. question sur... Pardon. Oui, pardon, allez-y. Effectivement, comment dire, la certification est aussi... cette décision appartient à l'organisme de formation dans son entier, c'est-à-dire que ça n'est pas... Moi, je m'occupe de la certification plus particulièrement aujourd'hui, mais si on devait augmenter beaucoup le partenariat, faire un réseau plus important, l'intérêt de cette chose est tout à fait entendable et comment dire, et même très intéressante. Mais par contre, c'est vrai que ça demanderait à notre organisme de prendre une vraie décision par rapport à ça, parce que c'est comme vous le rappeliez, c'est vrai que c'est un travail très important et qu'il importe de bien mener, parce que ça n'est... si on fait des erreurs dans la gestion de ce réseau de partenaires, ça peut être un peu fatal à la certification, hein, et du coup à tout le monde. Donc c'est une grosse responsabilité. Ensuite, il y a une question plus particulièrement pour Alain. Je ne sais pas si vous y avez déjà répondu dans la conversation. Quel est votre pourcentage de réussite en général sur les dossiers que vous accompagnez?
si c'est Alors, possible de le dire. évidemment, il y a des aléas puisque tout dépend D'ailleurs, on intervient de plus en plus en amont déjà sur la stratégie, le positionnement des projets pour s'assurer de pouvoir entrer dans le cadre et optimiser les chances. Euh, Ce que je peux dire, c'est que bon, déjà la régulation est assez stricte puisque depuis 2019, le nombre de certifications a été divisé par deux. Euh, sur le RNCP, alors on est revenu, enfin France Compétences est revenu sur quand même des taux assez importants, à plus de 60% d'enregistrement. Ça avait descendu à 41 il y a 2 ans. Euh, Sur le RS, c'est très strict puisque c'est moins de 20% de taux d'enregistrement. Ça s'explique aussi peut-être par le fait que c'est plus accessible que le RNCP. En tout cas, il ne faut pas attendre plus de 2 ans de déploiement. Voilà. Donc, nous, on a avec le cabinet Lafayette, on a des statistiques qui sont supérieures à ces taux-là moyens de France Compétences. Après, voilà, il y a toujours parfois on intervient de manière partielle, parfois il y a voilà, différents aléas ou arguments à défendre parce que des taux d'insertion ne seraient pas très bons. Donc voilà, on essaie de trouver toujours tous les moyens pour devancer ces points de vigilance, mais voilà, j'ai pas plus précis euh, que ça. D'ailleurs, une autre question sur les cohortes. Ensuite, puis-je utiliser les statistiques de mes cohortes si elles dépendent d'entreprises différentes, avant micro-entreprise, maintenant SAS? C'est justement un attendu. Parce que si on forme que pour une entité, France Compétences dira qu'on ne répond pas aux besoins du marché français, mais qu'on répond aux besoins d'une entreprise. Donc oui, il faut une diversité d'insertion. C'est d'ailleurs intéressant de voir même si entre l'étape à 6 mois et à plus long terme, il y a des changements, des progressions de rémunération, etc. Donc oui, il faut absolument les utiliser dans ce cas-là. Je pense qu'il reste qu'une dernière question qu'on n'a pas encore traitée, et je pense qu'on s'arrêtera là après. Je ne suis pas dans les métiers d'art, je travaille dans les domaines techniques et la sécurité des entreprises. Il existe un métier qui n'a pas de reconnaissance RNCP ou RS. Est-ce que je peux espérer monter une certification qui permettrait d'avoir une qualité certifiée de formation? Et évidemment, s'il y a une formation qui est existante et qui fonctionne, ça peut permettre de constituer un projet de certification. S'il n'y a pas de reconnaissance, ben, très bien, ça veut dire qu'on peut créer pour la première fois une certification. Et donc, l'opportunité serait à démontrer par le fait que dans les faits, même si pour l'instant il n'existe pas, il n'y a pas de reconnaissance, il y a bien une réalité métier parce qu'il y a des offres d'emploi, peut-être des fiches métiers, etc. Et il y a dans l'enquête d'insertion, dans le bilan qu'on ferait, il y a des personnes qui existent, qui exercent ces métiers-là. Donc, si on a finalement ce faisceau d'indices-là, en effet, un projet de certification paraît envisageable. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour les questions du chat. Si dans les jours, les semaines prochaines qui arrivent, vous avez des questions plus spécifiques sur la demande d'enregistrement d'une certification, vous retrouvez ici les contacts d'Alain, que je remercie encore d'avoir participé à Avec ce plaisir. webinaire pour répondre à toutes les questions très techniques qui se sont posées. Je remercie également Marion et Marielle pour leur témoignage vraiment de terrain, hein. Là, on ne peut pas faire plus de terrain. Donc, merci à toutes et tous. Je me tiens également à disposition si vous avez des questions plus sur les métiers d'art et sur les savoir-faire d'exception. Soit moi, je pourrais y répondre, soit peut-être quelqu'un dans, au sein de l'Institut. Voilà, si vous avez des envies de projets, si vous êtes porteur de projets aussi sur
sur d'autres secteurs que la formation, on pourrait en tout cas voir comment on pourrait vous accompagner. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter. Le replay de ce webinaire sera bientôt disponible sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à le revoir si vous avez besoin de revoir un passage ou de refaire le point sur une partie de ce webinaire. Je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée. Merci beaucoup de votre attention et de votre participation. Merci bien. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée, au revoir.